merci oui. Vous écrivez non merci oui sur le bulletin de vote, vous le mettez dans l'urne. À partir du moment où vous votez en France, c'est compté. Alors ça va être compté où? Ça va être compté chez les nuls. Et c'est la première fois en France que les citoyens vont faire une insurrection citoyenne au second tour des présidentielles. Ils vont faire préemption du vote nul. Ça s'appelle la préemption. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait pacifique. Et nous pouvons, la majorité silencieuse, parce que nous savons dès maintenant, avant le premier tour, qu'au second tour, très probablement, nous n'aurons pas de politiciens candidats capables de faire les changements en France pour garder la France aux Français justement qui veulent garder notre liberté, notre égalité, notre fraternité. À l'heure actuelle, nous sommes vendus au marché. Ça a été voté à l'Assemblée nationale le 22 février 2012. Quels que soient les résultats du second tour en France, il faut le savoir. On est plié, c'est la Grèce en juillet 2012 en France. Ça a été voté, ça s'appelle le MES, Mécanisme européen de stabilité. Donc nous n'acceptons cela, nous ne voulons pas cela. Et nous voulons effectivement que la France puisse gérer ses finances, puisse gérer son service public, puisse exister. Et nous espérons que les Italiens vont aussi faire un peu de citoyens et essayer de se révolter. Parce que sinon, ça veut dire que l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la France, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de culture méditerranéenne. C'est ça le truc. Ça c'est tabou, on n'en parle jamais. C'est un génocide de la culture méditerranéenne qui est en train de se passer en Europe. Et si la France est le dernier bastion de défense de cela, avec les Italiens, pourquoi pas? Hein, ça, on n'en parle jamais de ça. Je sais pas c'est qui ça va, mais c'est vrai, on n'en parle jamais de cette histoire. C'est un génocide de la culture. Vous pouvez vous mettre Attends. Vous voulez que je tienne? Oui, c'est pour quel... Pas trop comme ça ici. The TV. C'est pour The TV. The TV. Alors The TV, c'est une chaîne qui est où? Qui va où? Moyenne française. Magnifique. C'est une information libre citoyenne. Eh bien, Caro est tout à fait fière de parler à votre caméra et à votre micro. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser ou vous souhaitez Voilà. Merci d'être là, déjà. On va voler. Ah non, c'est bon. Alors, j'ai des questions. C'est bon, t'es prêt? Ouais. C'est bien ce qu'il regarde, c'est bien ce qu'il dit. Tu veux? Vous voulez écouter? On y va, oui. Vous m'interrompez s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez, parce que je suis de votre métier aussi, donc je sais que c'est difficile. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler les mouvements s'apparentant aux indignés en France? Ah bah ça, moi je ne suis pas une porte-parole. Alors là, on se fait gentiment pousser par nos collègues concitoyens Robocop et qui nous demandent d'aller un tout petit peu plus loin. Voilà, et bon, c'est pas bien grave, on peut bouger. Hein, sous les pavés la plage, donc on va juste dans le quartier de plage qui est un petit peu plus réservé aux citoyens. Voilà. Alors vous vouliez savoir des choses sur les mouvements des indignés? Eh bien moi j'ai modestement, en tant que Caro, porte-parole du mouvement Non Merci Oui, participé aux indignés à Aix-en-Provence. Hein. Ça a été toutes les semaines, il y a eu des assemblées effectivement dans la rue. Le but étant d'être sur la place publique et de dire en tant que citoyen ils existent. Mais je ne suis pas une porte-parole des indignés. Donc, moi je ne peux pas vous résumer ce qui se passe dans tous ces différents mouvements. Ce que je vois, c'est que c'est spontané, c'est que c'est de l'intelligence collective et je suis un tout petit peu plus âgée que vous. Donc je prends des leçons de jeunesse qui sont des leçons d'intelligence collective, de sociocratie et d'une façon de gérer en groupe, de gérer les décisions en groupe. Et ça, les vieux de la politique que nous avons en France, eh bien, ce serait bien qu'ils prennent des leçons de cela, justement. Qu'est-ce que vous avez appris sur la politique depuis que vous êtes engagé? Alors moi, j'ai appris sur la politique avant même d'être porte-parole, parce que j'ai couvert les présidentielles 2007 en tant que journaliste citoyenne, média tout à fait autonome et indépendant sur Internet. Beaucoup sont nés en 2007 et continuent d'ailleurs, notamment avec Rue 89, avec la télé libre, avec un certain nombre de médias sur Internet. Donc j'ai appris à côtoyer les politiques. Et la campagne de 2007, ça n'a rien à voir avec la campagne de 2012. Le travail que j'ai fait en 2007, 35 heures sur l'écologie dans la politique, je ne pourrais pas le faire en 2012. L'écologie est devenue un gros mot. L'humanisme est devenu un gros mot. La santé, l'éducation, tout ça, ça n'existe plus. On ne parle que de pseudo-dette, que de pseudo-croissance. Donc je suis allée plutôt me mettre au service des citoyens. En tant que porte-parole, parler devant une caméra, parler aux médias, parler à tout le monde, de parler de cette conscience citoyenne qui est en train de monter, conscience qu'on est capable de réfléchir, capable de gérer et capable de constituer une nouvelle gouvernance après le 6 mai. C'est-à-dire qu'un alter-gouvernement est possible après le 6 mai. Pour cela, il faut que ces élections au second tour soient annulées. C'est-à-dire qu'il y a une insurrection citoyenne pacifique dans les urnes pour montrer que nous sommes majoritaires par rapport aux candidats qui vont être là au second tour. Et les candidats qui vont être là au second tour, malheureusement on le sait déjà maintenant avant le premier tour, parce que les jeux sont faits, ils sont manœuvrés
pour que ça soit fait ainsi. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que ça a été déjà voté à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ce qui va gérer la France dans les mois qui vont venir, ça s'appelle le mécanisme européen de stabilité. Il a été signé le 22 février à l'Assemblée nationale en France, avec 44 députés contre et 500 et quelques pour. Ça veut dire que de toute façon, les deux balourds, PS et UMP, ont voté pour. Ils ont déjà vendu la France au marché, vendu la France à cette gestion, ce mécanisme qui est pris en main par une entreprise privée qui serait au Luxembourg et qui va gérer nos finances avant même que nous les ayons votées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit français des citoyens par leurs élus sur les financements publics de la France. Donc ça veut dire que demain, c'est la Grèce en été 2012 en France. Et ça, quelles que soient les élections au deuxième tour. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut accepter ça? Quel que soit ce que l'on pense, quel que soit ce que l'on a envie pour la suite. Donc c'est pas simplement en proposant une 6e République rouge de M. Mélenchon, peut-être que ça ne suffira pas. Et nous aimerions bien que cette 6e République, elle soit multicolore, elle soit arc-en-ciel, parce qu'elle soit une 6e République de conciliation de toutes les intelligences. On voit à quel point les Français sont créatifs, les citoyens sont intelligents, et cette intelligence collective que nous montrent les indignés, que nous montre toute cette organisation de réelle démocratie, nous pouvons en prendre leçon et nous pouvons nous offrir le luxe d'avoir quelques semaines et quelques mois en mai-juin 2012 pour refaire une gouvernance. Parce que De Gaulle, quand il est parti en Angleterre avec 3 pelés-4 tondus, il ne s'est pas posé la question de savoir s'il était le premier dans les sondages. Il a dit « moi je peux le faire, nous pouvons le faire, nous sommes un pays occupé ». Et oui, la France est un pays occupé par les marchés. Donc nous pouvons faire cette insurrection citoyenne. Donc nous allons le faire, voter non merci oui le 6 mai dans les urnes, votre vote contrat, il sera considéré comme nul, mais nous savons que nous ne sommes pas nuls et nous pourrons une majoritaire le 6 mai. Alors, que pensez-vous du message d'Étienne Chouard? Alors, parce qu'il y en a beaucoup des messages d'Étienne Chouard qui sont très intéressants. Alors, le tirage au sort, c'est une idée de la République grecque. C'est pas une idée de tout de suite, c'est une ancienne idée. Et cette idée, à un moment donné, quand l'être humain est trop à l'écoute de son ego, est trop à l'écoute de son orgueil, et qui pense simplement à sa carrière personnelle, c'est-à-dire ce que sont nos politiciens, ils sont addicts de pouvoir, de fric et de médias. Il n'y a pas beaucoup de cerveaux humains qui résistent à 3 addictions en même temps, je peux vous le dire. Déjà, quand on est addict à la cigarette ou au chocolat, c'est déjà un peu difficile. Alors imaginez 3 addictions. Donc ça veut dire que quand on est dans cet état, ce que sont l'ensemble de nos politiciens, alors à ce moment-là, on fait comment? Ils sont tirés, pas au sort, ils sont choisis sur ces critères-là pour monter les hiérarchies des partis politiques. Donc il n'y a plus de choix. Donc ça peut être effectivement pertinent d'aller choisir au sort dans un panel de compétences, par exemple pour un ministre de la Santé, par exemple pour un ministre de l'Agriculture, par exemple pour un Premier ministre, pourquoi pas. Et à ce moment-là, les personnes qui vont participer à cela, les politiques qui vont accepter d'être tirés au sort, c'est une épreuve d'humilité. C'est-à-dire que je me retrouve en égalité avec vous parce que j'ai autant de compétences que vous et que je suis capable d'accepter que c'est vous qui allez prendre la décision demain parce que votre intelligence a été choisie. Donc c'est vrai que ça demande un effort exactement contraire à ce qui se passe actuellement. On casse l'orgueil, on casse le « moi je sais, moi j'ai raison, moi je vais décider, c'est moi qui ai le pouvoir et c'est vous, vous allez faire ce que je veux ». Ça sera la priorité aux intelligences, la priorité aux compétences, la priorité au service du peuple. Donc cette notion de tirer au sort, et c'est là où il faut bien expliquer, de ce que j'en sais, je ne suis pas très cultivée, mais de ce que j'en sais, le tirage au sort n'était pas au hasard, c'était pas n'importe qui, n'importe quoi, c'était d'abord un panel de compétences. C'est-à-dire que pour aller, moi je peux pas, vous pourriez pas me mettre ministre de la Justice, un peu de l'alimentation, un peu de l'agriculture, mais ça s'arrêterait là, vous comprenez. Il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas de compétences, ce serait totalement absurde que je sois choisie ni par copinage, ni par tirage au sort, que l'on soit choisi, mais c'est très intelligent, parce que ça ramène l'être humain à un niveau d'égalité, les uns avec les autres, et accepter que quand l'autre, il a une idée plus intelligente, il a une idée plus efficace, il a une idée qui coûte moins cher, eh bien il a raison. Et je lui dis à ce moment-là, ok, t'as raison, ton idée elle vaut plus que la mienne, alors c'est à toi de le faire. C'est en ça qu'Étienne Chouard réactive cette notion et c'est rudement intelligent. C'est une belle leçon de démocratie. Alors l'éthique politique, c'est d'abord d'avoir du respect, de la bienveillance pour l'ensemble des Français. C'est peut-être d'accéder à des responsabilités politiques sans être obsédé par le pouvoir, le fric et les médias, pas pour sa petite carrière personnelle. Donc l'éthique politique, c'est avant tout de se dire, qu'est-ce que je suis joyeux de faire ça?
Qu'est-ce que je suis joyeux de me mettre au service d'une cause, me mettre au service d'un pays, me mettre au service d'un peuple. C'est ce qu'ont fait les résistants pendant la guerre. Donc à partir du moment où on va pouvoir poser une éthique, et à ce moment-là, on peut faire une constituante. On peut faire à ce moment-là, tiens, il va y avoir des blessés, ils disent, tu vois, donc il faut faire attention. Faire une constituante. Ce qui paraît important, c'est que la constituante, on va être obligé de reculer un petit peu. On est un peu bousculé. Voilà, voilà. Ce qui est important pour une constituante, c'est qu'elle ne soit pas constituée de professionnels de la politique, qu'elle soit constituée aussi de citoyens. Regardez dans la justice, quand vous êtes un juré, on ne vous laisse pas le choix, vous êtes obligé d'être juré sur une norme difficile. Attention, là, on est un petit peu bousculé. Alors, qu'est-ce que vous pensez du CAC et du CRI, les contribuables unis contre la dette? Eh bien, il me remet dans la question de la dette. Je pensais qu'on allait parler d'autre chose, qu'on allait parler de nos soucis du quotidien. Parce que la dette, c'est pas notre souci du quotidien. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. La pseudo-dette, la pseudo-croissance, les pseudo-programmes, c'est pas ça notre souci du quotidien. C'est quoi votre souci à vous? Vous savez que la moitié des Français, la moyenne de revenus des Français par mois, c'est 1 500 €. La moitié de ce pays en est là. Et brut, effectivement. Et 3/4 des Français gagnent au maximum comme revenu mensuel 3 000 €. Vous croyez que notre souci, c'est la dette? Une dette qu'on n'a pas réalisée. Parce qu'avant de parler de la dette, il faudrait d'abord avoir un audit de la dette. C'est-à-dire que comment ça se fait que c'est tabou ça, dans les élections? Il n'y a pas un candidat qui nous a expliqué ce qu'il y a dans la dette. Moi, je suis désolée, je me suis intéressée à la question depuis des semaines, je ne suis pas capable de vous expliquer ce que c'est que la dette. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vous vous rendez compte? Et en plus, cette manœuvre qui est que la Banque européenne, qui devrait être au service des États, sinon je ne vois pas l'intérêt de créer une banque européenne, des banques on en a plein, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Donc la Banque européenne prête à 1% aux banques privées, qui nous reprête après à 2, à 3, à 4, à 5 ou à 6 ou à plus. Et alors il faut être très très gentil si on ne veut pas qu'on nous prête à 10%. Il faut mériter le triple A. Mais qu'est-ce que c'est que ce système complètement farfelu? En quoi, moi et vous, citoyens, ça nous regarde? Ça ne nous regarde pas, ça. Donc l'exigence du mouvement citoyen non merci oui, c'est d'abord de nous dire au centime près d'euros, qu'est-ce que c'est que cette dette? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand on a acheté des millions d'euros de vaccins contre le H1N1, qui n'a rien servi à rien, est-ce que c'est dans la dette? Vous le savez, vous? Moi, je ne le sais pas. Je suis incapable de vous dire où sont passés ces millions d'euros. Et sur qui c'est allé? Est-ce que c'est allé au laboratoire? Est-ce qu'on l'a payé? Est-ce qu'on ne l'a pas payé? Il y a trop de choses dans la dette dont on ne sait même pas ce que c'est. Donc soit ils nous font très rapidement, après le 6 mai, l'établissement exact de la dette, soit on n'a qu'à l'annuler purement et simplement. En tout cas, la dette en état n'est absolument pas le problème des citoyens français. Le problème des citoyens français, c'est de rester en bonne santé, c'est que nos enfants soient en bonne santé, c'est que notre territoire soit bien géré avec une agriculture de qualité qui n'est pas en train de nous foutre en l'air l'eau potable en France, que nos enfants arrêtent d'être malades pour des raisons environnementales. Vous savez qu'à côté de l'étang de Berre, en région PACA, les enfants ils sont malades, ils ont plein d'asthme et on n'arrive pas à avoir le rapport officiel. Vous savez que la région sud de PACA est une des régions où il y a le plus de scandales écologiques. Vous savez que 30% de la région PACA a été vendue potentiellement par le ministre Borloo pour faire des forages de gaz de schiste. C'est ça la réalité du quotidien en France. C'est des scandales écologiques partout. C'est une eau qui est de moins en moins potable, à part Paris, qui est particulièrement privilégiée. Mais en France, il y a plein de régions dans les campagnes où on ne peut pas boire l'eau comme cela parce qu'elle est gavée de pesticides. On a des problèmes sanitaires, on a des problèmes écologiques. Mais la première crise à gérer dans ce pays, qui permettra de gérer toutes les autres, c'est la crise politique. Dans un État où, de république en république, il y a une personne qui a le pouvoir, vous savez qu'on a un président de la République qui a un pouvoir absolu. Il n'a jamais eu autant de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a vraiment le pouvoir qu'a eu un empereur. Et on n'est pas un empire. On n'a pas la richesse de l'empire et on a surtout la maturité politique en tant que citoyen. On n'a pas forcément envie d'habiter dans un empire. On a surtout envie d'habiter dans une démocratie. À l'heure actuelle, si vous êtes un simple député qui a une conscience politique quelque part en France, que vous voulez proposer une loi parce que vos électeurs vous disent mais on aimerait bien avoir une loi un petit peu différente sur les OGM, on aimerait avoir une loi sur l'écologie, on aimerait avoir quelque chose, mais c'est une bataille pour proposer une loi à l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui essayent de le faire parce que le calendrier de l'Assemblée nationale, il est décidé par le pouvoir exécutif. Alors vous arrivez avec votre loi, vous le député, si vous existez dans un groupe, au bonheur, si vous existez dans la majorité parlementaire, peut-être, mais vous allez la mettre sur la table du Premier ministre ou la table du Président de la République. Il va l'examiner ou il ne va pas l'examiner et il va arriver avec le calendrier. Et puis on vous dira, comme on vous dit quand vous allez à Pôle emploi et que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, on vous dira « Ah ben non, le calendrier il est bouclé. Oh mais écoute, c'est pas grave Caroline, ça sera pour la session d'après. » Et puis ça peut durer longtemps comme ça.
C'est comme ça qu'on n'a pas les décrets d'application du Grenelle 2, par exemple, ils ne sont toujours pas faits. Donc c'est vraiment un bazar, ce pouvoir exécutif et ce pouvoir législatif en France. Il est temps de refaire ce que vous disiez, une constituante, pour refaire une constitution, mais une constitution véritablement au service du peuple. Et il n'est pas question, pour recréer de la démocratie en France, d'aller chercher des extrêmes. Est-ce que sincèrement, vous pensez que les pensées des extrêmes qui ont des idées alternatives intéressantes, mais dans leur tête, dans leur esprit, ils restent quand même très extrémistes. Il n'est pas question de virer un président de la République qui est un empereur pour aller mettre une dictature du prolétariat ou une dictature d'autre chose. Le mot dictature doit être effacé de notre vocabulaire. Nous, on a envie effectivement de faire de l'intelligence collective, une constituante avec des citoyens, des ministères ou des ministres. Quand est-ce qu'on aura un ministre de la Santé qui sera une infirmière? Un ministre de l'Agriculture qui sera un agriculteur bio, qui sait ce qu'il fait? Quand est-ce qu'on aura ça? C'est ça, les citoyens à la force du pouvoir. Et c'est pour ça que nos politiciens, c'est pas de leur faute, ils ont été sélectionnés comme ça. C'est dans le cahier des charges. Pour monter dans un parti politique, vous devez être addict de pouvoir, de fric et de médias. Si vous n'êtes pas comme ça, vous ne montez pas dans un parti politique. Donc ils sont sélectionnés comme ça, donc ils sont comme ça. Donc ne rêvez pas, au second tour des présidentielles 2012, vous n'aurez pas le choix, vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous remettre de la démocratie. Parce qu'ils ne sont pas fabriqués pour ça et qu'ils ont le cerveau un petit peu atteint par leur addiction. Donc le seul choix que nous avons, c'est l'insurrection citoyenne, tout à fait pacifique, tout à fait légale. Et là, nous allons reconstituer une constituante, effectivement. Ça va ? Merci.